Les pays du G5 Sahel se retrouvent demain 6 février à Niamey, la capitale nigériane, pour la 4e conférence des chefs d'État. Plusieurs sujets relatifs à la sécurité et au développement des pays du G5 Sahel sont au programme de cette conférence. Ces sujets ont déjà fait l'objet d'échanges entre les ministres de la Défense, de l'Économie et des Affaires étrangères des pays concernés. Le ministère de la Santé réagit à un reportage de la RTB sur la rupture des médicaments de spécialité dans les pharmacies. Cette situation serait due à une rupture depuis les laboratoires pharmaceutiques qui en plus ont décidé de ne plus commercialiser leurs produits au Burkina Faso. Les patients sont invités à se tourner vers les médicaments génériques. Les détails de la conférence de presse à suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous irons à Gomboro, dans la région du Centre-Est, pour un constat peu courant. Dans ce village de la commune de Sabré, les populations affectées par le pôle de croissance de Bagré ont été réinstallées sans difficulté. Une réussite qui contraste avec les désaccords et autres mécontentements généralement constatés dans la mise en œuvre de ce genre de projet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Audience présidentielle pour ouvrir ce journal. Le président du Faso a reçu ce matin le cardinal de Séoul. Celui-ci est présent au Burkina Faso dans le cadre du 50e du sanctuaire de Yarma, célébré hier dimanche. En dehors de la coopération entre les églises familles de Ouagadougou et de Séoul, les échanges ont porté sur la diplomatie entre le Burkina Faso et la Corée du Sud. Mathias Drabo, Sanoa Christine Koulibaly. Quelle place pour l'Église catholique dans la réconciliation et l'unité des deux Corées? Le sujet est ici abordé entre Roch-Marc Christian Kaboré et le cardinal Andrew Yung So-nyong, archevêque de Séoul en Corée du Sud. Celui-là même qui est également administrateur apostolique de Pyongyang en Corée du Nord, dit être venu demander le soutien du président du Faso pour le retour de la paix entre les deux frères ennemis et surtout s'inspirer de l'exemple burkinabé. Le 9 février, les Jeux olympiques d'hiver commencent et puis par cette occasion, deux pays participent ensemble dans le même drapeau. Alors, c'est un signe pour aller vers l'unité et la paix de péninsule de Corée. Tout à l'heure, j'ai demandé au président de Burkina Faso de nous soutenir, de nous aider pour aller vers la paix. Je voyais que Burkina Faso, c'est un pays paisible et puis qui garde toujours la paix et l'unité nationale. Par votre expérience, si vous pouvez nous aider pour notre pays. Pas de nuage par contre entre l'église famille de Séoul et celle de Ouagadougou. Cette visite de la délégation coréenne au Burkina Faso pose les jalons d'une coopération entre les deux diocèses dans les domaines de l'éducation et de la santé. C'est pour cela que je suis venu avec une dizaine de délégations qui sont le directeur et le responsable du centre médical de Séoul et puis le directeur de faculté médecine de Séoul. C'est excellente université en Corée, même au niveau national. Oui. Alors, nous voudrions faire une coopération missionnaire avec le souhait du cardinal Philippe Ouedraogo. Nous pensons que cette coopération, cette amitié sera bénéfique à l'Église catholique, certainement dans le sens missionnaire, et il y aura des retombées aussi pour le peuple de Dieu. Je leur ai dit, s'ils aident l'hôpital Paul VI, mais c'est tout le Burkina qu'ils aident. C'est donc le début d'une collaboration qui s'appuie sur l'amitié entre le cardinal Philippe Ouedraogo et le cardinal Andrew Yung So-nyong, tous deux créés le même jour par le pape François. Avant de poursuivre ce communiqué de la direction de la communication de la présidence du Faso, le président du Faso, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part les 6 et 7 février 2018 à Niamey au sommet du G5 Sahel et du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel-Silsa. Dans la capitale nigérienne, les chefs d'État du G5 Sahel vont se retrouver pour leur 4e conférence pour débattre de plusieurs sujets, notamment la question de la
paix, de la sécurité, de la force conjointe, du changement climatique et surtout des programmes de développement au service des populations. Le sommet de Niamey intervient à 2 semaines de la conférence des donateurs prévue le 23 février 2018 à Bruxelles et a pour objectif essentiel l'opérationnalisation de la force conjointe, la force du G5 Sahel. Après le G5 Sahel, toujours dans la capitale nigérienne, se tiendra le 7 février 2018 le 18e sommet du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement des 13 États membres du SILS se pencheront sur la vie, les activités et les perspectives d'avenir de leur institution commune. Justement, en prélude à la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, les ministres en charge de la défense, de l'économie et des affaires étrangères des pays concernés ont tenu une rencontre à Niamey. Il s'agit de la 3e session du Conseil des ministres du G5 Sahel consacrée à la sécurité, aux investissements nécessaires au développement de ces pays. Déjà, il est annoncé un contingent de 5000 soldats pour lutter contre les groupes terroristes dans le Sahel. Le point avec notre envoyé spécial à Niamey, Draman Dadien. Mettre en commun les idées, c'est tout l'enjeu du séminaire gouvernemental. Et un jour de travail aura permis à l'exécutif de passer en revue la situation sociopolitique et les défis immédiats à relever pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Leadership axé sur les résultats, management du dialogue avec les partenaires sociaux ou encore quel type de politique de communication faut-il au gouvernement pour le nouveau contrat social. En tout cas, les stratégies ont été peaufinées avec en toile de fond l'appropriation du référentiel burkinabé qu'est le PNDS. On a échangé également sur les questions touchant le PN2S, notamment l'état de mise en œuvre du PN2S, mais également les procédures de suivi-évaluation du PN2S. Alors ça, c'est très important, parce que vous savez qu'il y a des ministres qui sont nouveaux, donc il faut qu'ils soient au parfum également de ces procédures-là. Maîtriser les procédures, c'est aussi faire preuve d'exemplarité dans la gouvernance selon le contrôleur général d'État qui propose ceci. Que l'on mette en place une infrastructure éthique, c'est-à-dire que l'on asseye au sein de l'État les valeurs fondamentales. Des notions somme toute importantes pour l'ensemble des membres du gouvernement et surtout les nouveaux venus. Les thèmes abordés nous ont permis de comprendre d'abord la collégialité gouvernementale, l'harmonie et le travail qui doit être fait, parce que les décisions qui sont prises ou les décisions qui sont annoncées par un ministre sont des décisions qui engagent totalement le gouvernement. Ça nous a permis de connaître les mécanismes rapidement du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, l'absorption des budgets et tout. Et c'est, comme on dit, un bon séminaire qui va nous mettre les pieds dans les étriers très vite. Je pense que vous allez voir un gouvernement grande vitesse. Anciens du gouvernement, tout comme ceux qui viennent d'arriver, ont été également renforcés à l'utilisation des techniques de l'information et de la communication afin de minimiser les risques. C'est un séminaire d'un jour, certes, mais il aura permis tout de même de cadrer l'exécutif, car pour le chef de l'État, la collégialité et l'union doivent guider les actions de l'équipe gouvernementale appelée à mener le même combat. Voilà, vous venez plutôt de suivre le séminaire organisé hier au profit de la nouvelle équipe gouvernementale. Les communications ont porté notamment sur la bonne gouvernance et le fonctionnement de l'appareil de l'État. Naturellement, à ce séminaire, comme vous l'avez entendu, les stratégies pour le reste de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social ont été largement évoquées. Et c'était un reportage de Konsun Koulibaly et Nyarki Teda. Nous allons à présent suivre la 3e session du Conseil des ministres du G5 Sahel. Un conseil consacré à la sécurité et aux investissements nécessaires au développement des pays concernés. Et déjà, il est annoncé un contingent de 5000 soldats pour lutter contre les groupes terroristes dans le Sahel. Le point avec Draman Dadien. Un débriefing entre experts et ministres burkinabés avant cette rencontre de Niamey. La 3e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Un moment d'échange entre les ministres en charge de l'économie, de la défense et des affaires étrangères des pays membres. Pour un conseil dont les recommandations seront soumises au chef d'État. Les experts ont déjà balisé le terrain. La réunion des experts qui s'est tenue 3 jours durant s'est penchée sur des sujets d'importance pour le futur du G5 Sahel au plan budgétaire, programmatique et de mise en œuvre des programmes et projets
relevant des domaines de la sécurité et du développement. Sécurité et développement comme réponse aux défis de la région. Le G5 Sahel entend mettre les bouchées doubles pour que les projets de développement et de sécurité validés lors des rencontres précédentes à Bamako puissent voir le jour. Avec son programme d'urgence pour le Sahel, le Burkina donne la voie à suivre. Les 5000 soldats de la force conjointe sont donc attendus sur le terrain pour une guerre sans merci contre les terroristes. Les défis qui se présentent pour cette année concernent la pleine opérationnalisation de la force conjointe à la fin du mois de mars 2018. La tenue de la conférence internationale sur la sécurité et le développement au Sahel, destinée à boucler le financement de la force conjointe afin que notre action militaire s'inscrive dans le temps et de manière autonome. Sur 425 milliards de francs CFA mobilisés, près de 72% du budget est acquis. Et l'organisation reste confiante après échange avec ses partenaires. C'était important de pouvoir bien se comprendre parce que Bruxelles, ça va être au niveau des chefs d'État. Nous avons eu une réunion ici entre les ministres et les représentants des partenaires, européens notamment, et s'est expliqué sur les attentes des uns et des autres, non seulement en termes de réponse militaire, mais en termes aussi de réponse de. Ce conseil des ministres s'achève sous d'heureux auspices. Les conclusions des travaux seront transmises au chef d'État du G5 Sahel, attendu mardi, ici au Palais des Congrès de Niamey, pour leur 4e conférence. Et on reparle de la nouvelle équipe gouvernementale ici au Burkina Faso. Les nouveaux ministres du gouvernement Tieba 3 ont été installés ce lundi. Installation faite par le secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou, lui-même installé un peu plus tôt dans ses nouvelles fonctions. Les nouveaux ministres disent vouloir continuer les œuvres de leurs prédécesseurs dans la dynamique de mise en œuvre du PNDES. Notre équipe de reportage a assisté à quelques cérémonies d'installation des nouveaux membres du gouvernement. Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. De retour du Sahel où il a allé très tôt ce matin réconforter les hommes en mission de sécurisation du territoire national, Sima Compaoré passe ce soir le témoin à Pengwende Clément Sawadgou, le nouveau ministre de la Sécurité. C'est un homme prêt à veiller avec les hommes de terrain pour relever les défis sécuritaires qui prend les rênes de ce ministère. C'est tellement un travail de conception parce que tout part de la vision, mais c'est aussi et surtout un travail de terrain. Donc le plus grand rendez-vous que nous puissions vous donner, c'est véritablement sur le terrain. Plus tôt ce matin, Clément Sawadgou a cédé son fauteuil de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à Séni Ouedraogo. L'État, c'est une continuité. Il faut s'inscrire dans cette continuité en prenant, je dirais, possession très vite des dossiers en instance, notamment la question de la réforme du système de rémunération au Burkina, la question de l'opérationnalisation de l'assurance maladie. Mais je veux dire qu'au-delà de ces dossiers, il y a d'autres chantiers qui restent aussi de grande importance. Au ministère de l'Énergie, c'est Ismaël Bachi Ouedraogo qui s'installe. Sa priorité, consolider les acquis et travailler à disponibiliser l'énergie pour tous. Avec l'expérience que nous avons, que ce soit aussi avec nos relations sur le plan national et international, nous allons tout faire et mettre toute notre énergie donc à la disposition pour faire à ce que le secteur de l'énergie puisse être accessible à la majorité de la population. Abdul Karim Sango, le nouveau patron de la culture, veut défendre l'exception culturelle burkinabé et œuvrer à son rayonnement à travers le monde. Il invite alors ses collaborateurs à la tâche. Chacun, quelle que soit la place qu'il occupe, est utile dans le dispositif du ministère. Il n'y a pas d'homme du ministre. C'est ça le sens de mon message. Comme je l'ai dit, le fonctionnaire qui fera très bien son travail peut être sûr de mon amitié. Au ministère de la Promotion de la Femme et de la Solidarité nationale, tout comme au département des Transports, les nouveaux ministres ont salué le travail abattu par leurs prédécesseurs et annoncé des réformes. Au moment où il prend la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Stanislas Waro appelle l'ensemble des acteurs à l'union et se dit disposé à œuvrer pour la mise en œuvre réussie du protocole d'accord. Il invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à se mobiliser davantage pour plus de résultats.
Cet autre communiqué, avant de poursuivre, le directeur général de la police nationale informe les populations en général et celles de la ville de Ouagadougou en particulier qu'un exercice de simulation de riposte à une attaque terroriste aura lieu ce lundi 5 février 2018 dans la zone de Ouaga 2000. Cet exercice, qui a pour objectif d'améliorer le dispositif de riposte des unités de la police nationale intervenant dans la gestion des situations de crise, occasionnera des coups de feu. Par conséquent, le directeur général de la police nationale invite les populations de la zone de l'exercice à rester sereines et à vaquer paisiblement à leurs occupations. Autre point de l'actualité, la rupture des médicaments de spécialité dans les pharmacies est la conséquence d'une décision prise par les laboratoires de ne plus commercialiser ces médicaments au Burkina Faso. L'information est donnée par la direction de la continuité des activités réglementaires pharmaceutiques. Ce service du ministère de la Santé réagit ainsi à un reportage de la RTB sur le sujet et il annonce des mesures palliatives que les patients devront adopter. Des précisions avec Kwale Nebié et Zalissa Sanfo. Dur d'avoir certains produits de spécialité dans les pharmacies d'officine. La direction de la continuité des activités réglementaires pharmaceutiques sort de son mutisme. Les raisons de ces ruptures sont données à cette conférence de presse. L'offre en médicaments au Burkina Faso dépend de l'offre extérieure. Le Burkina Faso importe la quasi-totalité de ses médicaments et autres produits de santé. Ainsi, la disponibilité constante des médicaments dépend fortement de la production extérieure et des procédures d'approvisionnement en produits de santé mises en place. Nous sommes tributaires de l'environnement extérieur. S'il y a un problème au niveau de la production d'une spécialité, cela va sans dire que vous n'allez pas retrouver ce type de médicaments sur le marché à un moment donné. Des difficultés d'approvisionnement, certes, mais pour Natacha Toui, les malades auront toujours une alternative thérapeutique. Nous travaillons donc avec aussi bien les grossistes pharmaceutiques que les pharmaciens dans les officines pharmaceutiques afin de relayer l'information au niveau des prescripteurs dans ces différentes situations-là pour donner les alternatives thérapeutiques qui peuvent être utilisées. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, oui, vous allez avoir des difficultés pour avoir de la ventoline, mais vous avez sur le marché actuellement d'autres types de salbutamol qui sont disponibles, aussi efficaces que la ventoline. Autre aspect qui aurait accentué ces ruptures, le retard dans la tenue des sessions pour délivrer les autorisations de mise sur le marché de certains produits de spécialité. Là aussi, la direction de la continuité des activités réglementaires pharmaceutiques rassure. Le retard est en train d'être rattrapé. Et dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, le ministère de la Santé est appuyé par les autres départements ministériels. Celui de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle fait une halte pour évaluer les actions et dégager les perspectives de lutte contre le sida. La rencontre qui se tient à Ouagadougou réunit les acteurs centraux et régionaux du ministère en charge de la jeunesse, Yacouba Gamine et Maxime Zongo. À l'instar des autres départements ministériels, celui de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle dispose d'une structure chargée de la prévention contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. À travers ce cadre de réflexion, directeurs centraux, régionaux et bien d'autres personnes ressources ont ainsi l'occasion de proposer des actions fortes à même de contribuer à barrer la route au fléau. Cette rencontre vise à redynamiser le fonctionnement de la structure, à mettre à jour les informations des différents membres du comité et dresser, adopter le plan d'action pour l'année 2018. Comme notre département a affaire à une population assez importante, plus de 80% de la population burkinabé sont jeunes, il faut également aller au-delà de l'objectif primaire
qui est de s'occuper donc de la population du ministère pour aller au-delà afin d'appuyer les actions donc, du SPCNLS, des actions du ministère de la Santé avec lesquelles nous allons travailler et nous travaillons en cohérence. Ce comité qui se réunit 2 fois dans l'année est donc l'occasion de faire le bilan de ce qui a été posé comme action, mais aussi de dresser des perspectives pour l'année en cours. Selon le premier responsable du département, si les efforts sont essentiellement concentrés sur la prévention, des actions peuvent également être engagées au profit d'éventuelles personnes infectées. Une autre lutte engagée au Burkina Faso, c'est celle contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au nom des acteurs intervenant dans ce combat, le Centre d'études économiques et sociales d'Afrique de l'Ouest, le CESAO, vient de lancer à Banfoura un projet de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région des Cascades. Des détails sur ce projet avec Drissa Traoré et Moussa Sano. Un projet pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 8 communes du bassin versant de la Comoé. Dénommé Sambako, le projet est lancé ici à Banfoura en présence de ses initiateurs, mais aussi des autorités et des bénéficiaires. La porte d'entrée des activités de ce projet, c'est d'affiner notre connaissance sur le problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ensuite, les autres activités vont être bâties à partir de là. Si ce sont des familles vulnérables qui ont un potentiel en matière de production agricole, c'est de les accompagner à développer la productivité au niveau de leur exploitation, c'est de les accompagner à commercialiser les surplus de production ou c'est de les accompagner aussi à s'organiser pour pouvoir tirer le meilleur profit. Les bénéficiaires de ce projet en chiffres, ce sont 900 exploitations familiales, 200 pasteurs ou agropasteurs, ou encore 115 promoteurs d'entreprises de production ou de promotion de produits alimentaires locaux. Et c'est avec joie que nous accueillons ce projet dans notre région. Ce projet va contribuer à la réduction de la pauvreté. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs pour qu'ils puissent s'approprier ce projet, qu'ils puissent en tout cas veiller à ce que sa mise en œuvre puisse contribuer aux objectifs du plan national de développement économique et social. Ce projet Sambako est une initiative du CESAO, le Centre d'études d'expérimentation économique et sociale d'Afrique de l'Ouest. Il couvre 8 communes de 2 régions, à savoir 6 dans les Cascades et 2 dans les Hauts-Bassins. Sa durée de mise en œuvre, 3 ans. Autre point de l'actualité, et on s'intéresse à la réinstallation des populations affectées par le projet Bagré-Pôle. Contrairement à ce qui est souvent donné à voir, à savoir les désaccords et autres manifestations autour des projets de ce genre, à Guirmogo, la réinstallation des déplacés de Bagré s'est faite sans difficulté. Dans ce village de la commune de Zabré, les populations affectées par le pôle de croissance de Bagré ont été réinstallées dans les règles de l'art à la grande satisfaction de tous les acteurs. Le constat avec Issa Kafando et Olokoda. Guirmogo, commune rurale de Zabré. C'est ici que les populations affectées par les travaux d'extension des aménagements de Bagré-Pôle sont réinstallées. Maisons en dur, des infrastructures socio-économiques, un nouveau cadre de vie bien apprécié. Que là où nous étions, nous dormions sous... En tout cas, beaucoup de personnes dormaient sous des maisons en cases, en banco. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, tout le monde a construit en dur. En plus de nos habitations, le projet a réalisé 4 magasins. Il a construit une école pour nous. Vraiment, nous sommes contents. Dans le nouveau site, ce que les gens avaient l'habitude de faire comme des petites activités, nous tentons donc de les reproduire, de les aider à les intensifier et à les sauvegarder, surtout pour les femmes. Les moulins, vous voyez, etc. etc. Bon, nous pensons également qu'il faut permettre aux jeunes qui s'installent d'avoir en tout cas des infrastructures telles que le sport, les maisons pour des jeunes où les gens vont se retrouver. Tout ça c'est pris en compte. La satisfaction de ces déplacés, au nombre de 463, fait la fierté des responsables du pôle de croissance des Bagré qui disent accorder une attention particulière aux questions sociales. Des questions qui conditionnent l'acceptabilité du projet par les populations et l'installation d'un climat de confiance mutuelle. Le processus de consultation consiste dans un premier temps à faire un recensement exhaustif donc des villages qui sont concernés, un recensement exhaustif des populations et de leurs biens impactés.
Alors, on évalue la quantité, la consistance, mais ensuite, on valorise pour voir quelle va être effectivement la valeur donc, de ces biens à indemniser ou à compenser. Et après ce recensement, quelle que soit la municie, on va faire un affichage pendant un mois pour que les uns et les autres regardent est-ce que ce qu'ils ont déclaré comme bien qui a été recensé, c'est ce qui est reporté, est-ce qu'il y a eu des oublis ou bien il y a eu des confusions. Donc ce mois d'affichage ouvre la voie donc à des réclamations. Visiblement, rien n'a été omis dans le processus du choix du site de réinstallation, en passant par les recensements, les indemnisations et les compensations des biens impactés. Il a fallu un long processus basé sur la consultation. Les modalités de compensation selon le principe d'équité et de justice, portées à la connaissance de tous les acteurs impliqués, ont fait objet de consensus. La terre est compensée en terre. Maintenant, sur la terre, les gens faisaient des productions. Et comme nous allons récupérer cette terre pour aménager pendant une certaine durée, et que la compensation de la terre, c'est contre terre, ça veut dire que c'est à la fin de l'aménagement que l'agriculteur va avoir accès à la terre pour exploiter. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Sa terre immobilisée ne produit pas. Donc nous indemnisons la perte de la récolte qu'il aurait eue sur cette terre s'il l'exploitait. Dans une approche de gestion aussi rationnelle, on ne paye pas du coup la durée, l'indemnisation sur toute la durée. On fait annuellement, de telle sorte que pour la production agricole de 2017, on lui paye ça, et la campagne de 2018, on le paiera en 2018. Ça, c'est la norme. Maintenant, il peut arriver que les producteurs disent, écoutez, nous savons ce que nous gagnons par an, mais est-ce que vous pouvez nous payer pour les pertes de 2 ans? Parce que nous voulons investir dans d'autres choses. Donc ça fait l'objet d'accords et nous signons et nous pouvons les payer les 2 ans du coup. Pour ce qui est des habitats, ça c'est une seule fois. Vous indemnisez donc les infrastructures, lui donnez le montant nécessaire pour lui permettre de faire la reconstruction. Dans un passé récent, Bagrépol avait fait l'objet de toutes les critiques, des critiques relatives à la mauvaise gestion des préoccupations des populations déplacées. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit avec cette expérience de Guirmogo, considérée comme un cas de réussite en matière de réinstallation des personnes affectées par un projet. Retour à Ouagadougou pour évoquer la situation de la mosquée de Zorna, devenue très étroite pour les fidèles musulmans. Ceux-ci ont donc décidé de lancer un projet dans le but d'agrandir la capacité d'accueil de la mosquée de Zorna. La concrétisation de ce projet permettra de passer de 300 à 1000 places dans ce lieu de prière. La cérémonie de présentation et de lancement du projet s'est déroulée hier dimanche et le reportage est de Rasmane Zoundi et Omar Zambri. Voici le nouveau visage de la mosquée président Lamizana de Zorna à la fin des travaux de reconstruction. Cette cérémonie qui réunit fidèles musulmans et riverains marque le lancement officiel de la campagne de levée de fonds en vue de l'accroissement de la capacité de cette mosquée. Une mosquée qui refuse parfois du monde. La première raison de ce projet, c'est que ceux qui prient ici, les fidèles musulmans, ont constaté que l'espace ne suffit plus. Si vous venez ici, surtout les vendredis, vous allez voir les gens prier tout au long de la route. Et les gens ont estimé qu'il faut, à partir de ce moment-là, prévoir qu'il y ait une augmentation, une extension, si vous voulez, de la mosquée. La mosquée du président Lamizana est vieille de plus de 30 ans. Avec une capacité actuelle de 300 places, la nouvelle mosquée annoncée va offrir au moins le triple de ce nombre. À la fin de la mosquée, on aura le RDC et le R+1 avec une toiture accessible, c'est-à-dire pour pouvoir poursuivre le projet un peu plus tard. Donc actuellement, c'est un projet de R+1 qui est destiné à concevoir 1000 personnes, c'est-à-dire 500 au RDC et 500 personnes au R+1. Séance tenante, plus de 2 millions de francs CFA ont été récoltés au cours de cette cérémonie. Le coût de ce projet est estimé à environ 120 millions de francs CFA et le délai d'achèvement des travaux dépend fortement de la générosité des donateurs.
On repart une fois de plus dans le centre-est pour voir cette initiative des descendants d'une famille longtemps séparée par le fait de la balkanisation du continent africain. Depuis des siècles, la grande famille Kouara a été dispersée et se retrouve aujourd'hui installée au Ghana, au Togo et au Burkina Faso. Par le truchement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les Kouara venus de ces trois pays se sont rapprochés et ont même célébré leurs retrouvailles. C'était le samedi dernier à Sangla dans le Koulpelugo. On voit cela avec Paul David Bambara et Aruna Mari. C'est un exploit que vient de réaliser la famille Kouara. Dispersés sur 3 pays grâce à la magie des réseaux sociaux, ces descendants de la même lignée se sont retrouvés à Sanga, sur la terre de leurs ancêtres. À l'origine de leur séparation, la balkanisation est une affaire de bonnet. Moi, personnellement, je suis du Togo. Ils sont rentrés dans le système WhatsApp en créant aussi des cellules. Alors, facilement, on arrivait à faire cette cohésion des pays. D'abord, les 3 pays, et ensuite, tous ceux qui sont de par le monde. Ces descendants de l'ancêtre Kirindou sont venus du Togo, du Ghana et bien entendu de plusieurs contrées du Burkina Faso. Ce sont des retrouvailles riches en émotions dans une ambiance festive. Il dit que lui, en tout cas à travers cette manifestation, il sent une union sacrée de la famille Kouara. Parce que nous, à cause de la chefferie, on était un peu divisés. Lorsqu'on a donné la première date, on s'était dit que c'était proche. Et on avait des inquiétudes par rapport à la mobilisation. Mais vous-même, vous êtes témoin de ce qui se passe. Vraiment, on est satisfait de la mobilisation. Sur les origines des Kouara, l'histoire nous apprend qu'ils seraient venus du Gambaga dans l'actuel Ghana vers le XVIIe siècle, sous la direction du prince aîné Kirindou et de ses 2 frères suite à des querelles de succession. Le cadet se serait dirigé vers l'est, le Benjamin vers l'ouest et l'aîné s'est installé à Sanga pour fonder le royaume de Sanga. À l'étranger, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma refuse de céder aux pressions et de quitter la présidence de l'ANC, le Congrès national africain. Hier encore, une réunion du bureau de l'ANC n'a pas pu convaincre l'intéressé impliqué dans plusieurs scandales. Le président sud-africain Jacob Zuma refuse de démissionner, même si la pression se fait de plus en plus croissante. Le chef de l'État s'est entretenu dimanche avec des hauts responsables du Congrès national africain dans sa résidence de Pretoria, mais les détails de cette rencontre n'ont pas été révélés. Une réunion d'urgence a été annoncée ce lundi entre le comité de travail national de l'ANC et le président pour discuter de son départ. Le leader de 75 ans qui fait face aux allégations de corruption est politiquement affaibli depuis l'arrivée de Cyril Ramaphosa, son vice-président, à la tête du parti au pouvoir en décembre dernier. Il devrait faire face à une nouvelle motion de censure le 22 février, même s'il a survécu jusqu'ici à plusieurs votes de défiance. Les partis d'opposition exigent de Zuma qu'il se retire avant son discours sur l'état de la nation jeudi. Pendant ce temps, des centaines de ses partisans manifestent dès ce lundi sous la bannière Hands of Zuma pour exiger que Zuma reste en poste jusqu'aux prochaines élections en 2019. Et puis, en bref, la Guinée a organisé hier ses premières élections municipales depuis 2005. Ils étaient environ 6 millions à se rendre aux urnes pour ces élections. Des élections dénoncées par l'opposition qui parle de fraude massive dans plusieurs bureaux de vote. Voilà, et justement, les élections municipales en Guinée sont commentées dans les quotidiens burkinabés de ce lundi. Les journaux du jour se sont aussi intéressés au dialogue inter-togolais. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Des milliers de manifestants à Lomé au Togo constatent Sidoya, qui indique que c'est la coalition de l'opposition qui a mobilisé samedi plusieurs centaines de personnes dans les rues de Lomé. L'opposition tient fortement à exercer tous les droits que lui confère la Constitution. Dans ces conditions, peut-on concilier le chien et le chat, se demande bien le journal Le Pays. D'après ce journal, les déclarations tendancieuses faites de part et d'autre n'incitent guère à l'optimisme et tout porte à croire que ce premier round de négociations prévu pour le 15 février prochain
ne serait pas le dernier. Mais c'est peut-être une petite récréation avant la lutte finale, note l'observateur Palga, qui souhaite tout de même qu'il se tienne à bonne date quand on sait que depuis quelques semaines, les différents protagonistes tergiversent à n'en pas finir. Également évoquées par les journaux du jour, les élections municipales en Guinée-Conakry. Longtemps réclamées par l'opposition à coups de manifestations publiques, parfois violentes et maintes fois reportées pour des raisons fort discutables, les élections municipales ont enfin eu lieu en Guinée, explique le journal Le Pays. C'était hier 4 février 2018. Godot est enfin arrivé, s'exclame ce journal. L'enjeu, souligne Sidoya, renouveler la politique de décentralisation de la Guinée et contribuer au développement des localités. Mais pour l'observateur Palga, c'est juste une revue générale des troupes avant la présidentielle de 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est à 22h30 avec Sanoua Christine Koulibaly. Merci de votre fidélité à la RTD.